C'est une conférence de presse de présentation de notre semaine anticoloniale, auquel Télé-Bocal est un partenaire fidèle. Et donc on annonce notre programme et en même temps on en profite pour mettre l'accent sur un des thèmes importants de la semaine. Cette année par exemple, l'impunité des crimes coloniaux à Paris. Le Colonial Tour, c'est une conférence de presse en fait pour présenter l'ensemble des activités qui vont se dérouler pendant la semaine anticoloniale, qui va d'ailleurs durer pratiquement 3 bonnes semaines, avec toutes les activités de toutes les associations qui travaillent sur la réflexion de ce colonialisme qui perdure. Et donc ce Colonial Tour a pour but de passer sur un certain nombre de lieux, mais Nils va l'expliquer comme il faut, des lieux où des anticolonialistes ont été assassinés pour leurs idées dans ce domaine et pour lesquels aujourd'hui rien n'a été élucidé officiellement. Quand on fait le bilan, il y en a une 20, 30 en 50 ans, et de plusieurs nationalités différentes, puisque ça a touché l'Afrique du Sud, le Kurdistan turc, les Tamouls, les Algériens, les Palestiniens, donc, et même les Français avec la personnalité de Curiel. La semaine anticoloniale, on a toute une série d'associations qui vont organiser des débats, des films avec débats, des concerts, toute une série d'activités, que ce soit surtout en région parisienne, mais aussi à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, à Chalette. L'État ne souhaite pas qu'on regarde un peu sous le tapis de la participation à des crimes. L'idée coloniale perdure encore aujourd'hui de façon importante. Il suffit de voir que la France-Afrique est toujours une chose qui est très vivante et très active, et que les dictateurs africains sont maintenus au pouvoir pour que les sociétés multinationales puissent continuer à exploiter sans vergogne les richesses locales. Président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires. Comme chaque année, nous participons avec Sortir du colonialisme au Colonial Tour. C'est la 3e édition cette année. Le thème est Paris, capitale des crimes coloniaux. Car on ne le dit pas assez, il y a eu effectivement des crimes dans les rues de Paris, avec une justice sommaire ou pas de justice du tout. Et c'est pour cela que nous sommes là. La colonisation, au fond, elle a été à la fois dans les colonies et dans l'espace français, y compris à Paris, où les rues de la capitale ont été le théâtre de pratiques tout à fait inacceptables sur lesquelles il faut faire la lumière. Henri rappelait effectivement que la loi sur le rôle positif de la colonisation, elle est toujours en vigueur. Je rappelle même qu'un sondage qui avait été fait à l'époque avait montré que 2 Français sur 3 trouvaient parfaitement légitime cette loi, autant à gauche d'ailleurs qu'à droite pratiquement. Et donc, décoloniser les esprits, ce n'est pas un vain mot. Décoloniser la France et les autres pays, c'est une réalité absolument nécessaire. On voulait mettre l'accent sur le fait aussi qu'il y avait des crimes politiques de haut niveau, parce que Ben Barkas était un des organisateurs au niveau mondial de la résistance des peuples au colonialisme et à l'impérialisme, qui a été assassiné. C'est la raison pour laquelle nous avons interpellé Madame Taubira, garde des Sceaux, en demandant que soit mise en place une commission vérité et justice. Parce que la vérité, c'est la première des réparations, que la justice, c'est son domaine, et donc il n'est pas normal que l'on puisse laisser dans l'obscurité ou dans l'impunité des crimes qui ont affecté notre histoire. Je suis très touchée de votre présence autour de moi aujourd'hui. Je vais parler de Mahmoud brièvement. Mahmoud était palestinien, d'origine sociale très modeste. L'attentat a eu lieu le 8 décembre 1972 et il est mort le 9 janvier 1973. Il est mort un mois après à l'hôpital. Mahmoud Hamchari était venu à Paris pour présenter la Palestine au monde. Il a bâti de vastes relations avec les partis politiques français. Il y a représenté l'Organisation de libération de la Palestine. Il a œuvré pour que cette représentation soit officielle. Il a mis en place les actions de solidarité avec le peuple palestinien. Il a parlé aux intellectuels et aux hommes politiques de Paris, mais il ignorait qu'il se tenait, comme tout Palestinien,
au bord du gouffre de la mort. Les lâches l'ont tué avec un explosif placé dans son domicile, ici. Sans égard pour l'innocence des enfants. Et donc un matin, je suis partie comme d'habitude à 8 h du matin. Et une demi-heure après, je ne sais pas bien, 3/4 d'heure après, ils ont appelé par téléphone. Ils ont demandé à mon mari, êtes-vous monsieur Hamchari? Et c'est quand il a répondu oui, qu'ils ont déclenché la bombe à distance. L'appartement a brûlé, les voisins du dessous, c'était un couple de personnes âgées, ont reçu le plafond sur la tête. Enfin, heureusement, ils n'étaient pas dans la pièce. Les Israéliens ont revendiqué eux-mêmes l'assassinat de mon mari 20 ans après, quoi. J'ajoute que Mahmoud est mort à 33 ans. Quand Sortir du colonialisme a pris l'initiative de ce colonial tour sur les assassinats politiques dans Paris, restés impunis, on n'imaginait pas les événements qui se sont déroulés ce mois de janvier dans Paris. Avec les crimes que nous allons rappeler, si l'on accepte le cas de Mehdi Ben Barka, ces assassinats commis eux aussi dans Paris ont une couverture médiatique brève et hors les milieux proches, ils n'ont guère soulevé d'émotion dans l'opinion publique. Nous sommes ici, c'est pour rappeler la personnalité, l'action et l'engagement de 8 militants et militantes assassinés, sans qu'aucun des exécutants n'ait été traduit en justice. C'est aussi pour rappeler qu'en 50 ans, il y a eu une vingtaine de crimes politiques dans Paris et plusieurs dizaines en France, sans qu'il n'y ait jamais eu de procès. On peut parler d'une quasi-impunité du crime politique en France. Je suis Bachir Ben Barka, le fils de Mehdi Ben Barka et président de l'Institut Mehdi Ben Barka Mémoire Vivante. Tous les ans, le 29 octobre, à la date anniversaire, il y a un rassemblement où des dizaines, parfois des centaines de personnes sont là pour commémorer la disparition de mon père, mais surtout pour exiger que la vérité se fasse. Devant l'hôtel, il a été interpellé par 2 policiers qui lui ont présenté leur carte et c'est pour ça qu'il les a suivis. Il est monté dans les voitures de service et il a été amené dans la villa de Truand, dans la banlieue parisienne, à Fontenay-le-Vicomte. Alors dans cette voiture de service, il y avait les 2 policiers, mais il y avait aussi un agent des services secrets français et un truand. Donc là, on trouve les éléments de la convergence d'intérêts qui a abouti à la disparition de mon père. Les agents d'exécution principaux ont été les services secrets marocains, avec à leur tête le ministre de l'Intérieur marocain en exercice, le général Oufkir, et le chef de la sécurité marocaine, Ahmed Lemi. Ce n'était pas la première tentative d'élimination de mon père. Des tentatives d'assassinat direct ont eu lieu, d'abord au Maroc, et puis ensuite à Genève, où à plusieurs reprises, les services secrets marocains ont essayé de l'éliminer. Et malheureusement, c'est à Paris, parce qu'il y a eu cette présence de policiers français, que le piège a pu se refermer sur mon père et que le crime a pu avoir lieu. 50 ans après, vous pouvez imaginer quelle est notre colère, hein, de voir que cette raison d'État n'a pas le courage. Ces États n'ont pas le courage de dire à une famille, voilà comment s'est passé un crime, voilà où est le corps des victimes. Nous sommes certains que cette vérité existe. Les témoins sont encore vivants. Les archives existent. Et nous souhaitons, nous, que ces témoins, que leur conscience les pousse à dire ce qu'ils savent. Nous, ce qu'on leur demande, c'est de dire la vérité. La mairie de Paris a honoré la mémoire de Mehdi Ben Barka par cette plaque et par la place Mehdi Ben Barka. Mais nous, on est aussi décomplexés en tant que réseau Sortir du colonialisme. Et c'est pour ça qu'on veut faire ce travail de mémoire collective. Ça nous semble, oui, il y a du boulot, mais c'est important de le faire. Et c'est vrai qu'on est un peu seul à le faire. Mais bon, année après année, finalement, la question de l'anticolonialisme, grâce à nous, est revenue, à mon avis, dans l'actualité politique. C'est la commémoration de l'assassinat de nos camarades. Je vais en reparler à mon directeur. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci à chacun d'entre vous d'être présent à cette commémoration. Merci aux différentes associations, aux partis politiques, aux membres des familles, à la mairie de Paris, à la direction de la RATP, aux militants de la CGT, donc d'être présents à cette initiative et ce devoir de mémoire. Cette année,
La 53e commémoration en hommage aux martyrs de Charonne s'inscrit de nouveau, et comme c'était déjà le cas l'année dernière, dans un contexte politique particulier. En effet, comme nous le dénoncions l'année dernière ici même, les thèses racistes, xénophobes et antisémites ressurgissent dans la rue, rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. 53 ans après les martyrs de Charonne, ce sont nos amis et camarades de Charlie Hebdo qui sont tombés suite à l'attentat barbare du 7 janvier 2015. Les attentats de janvier ne sont pas un crime d'État, contrairement au massacre de Charonne ce 8 février 1962. Pourtant, les victimes ont cela de commun qu'elles œuvraient toutes à la défense de la liberté, liberté pour le peuple algérien, liberté pour la démocratie, liberté pour le droit d'expression, liberté chérie. Ce 8 février 1962, la police, aux ordres de l'ignoble préfet Papon, donc la police a réprimé avec une violence inouïe la manifestation, alors même que les allocutions ont eu lieu et que les cortèges commençaient à se disperser. J'étais là le 8 février 1962, et donc où nous avons subi la charge de police. Donc moi je n'étais pas dans le métro, j'étais en surface, mais quand nous avons essayé de nous échapper, on s'est rendu compte qu'on était dans une impasse, et c'est là où les flics nous ont coincés et nous ont tabassés. D'autres manifestants qui m'ont pris sous leur protection, en quelque sorte. J'ai eu énormément de chance. Voilà. Il y a eu la légende des grilles fermées. Les grilles n'étaient pas fermées, elles ne pouvaient pas être fermées puisque de toute façon cette manifestation, on ne savait pas où elle allait aboutir. Au départ, elles étaient ouvertes et quand il y a eu l'affluence, ils ont fermé les grilles du métro pour pas qu'on envahisse le métro. Et les policiers nous ont envoyé les grilles des arbres sur la figure. C'est là que les gens sont décédés. Voilà. J'avais 17 ans à l'époque. Vous étiez là ici même? J'étais là dans la manif pour soutenir l'Algérie. Il y avait quand même 5 cortèges dans Paris. C'est ça. Et c'est le seul qui a été agressé, donc on peut se poser des questions. Pourquoi celui-là a été agressé par la police? Vous avez quoi comme réponse? Vous n'avez pas de réponse jusqu'à aujourd'hui? J'ai une supposition, c'est que c'était un cortège qui était mené par le PC et la CGT. Il faut quand même rétablir une vérité. À Charonne, ce ne sont pas les CRS qui sont intervenus. Ce sont les brigades spéciales qui avait été organisé dès 1953 par le préfet Bello et son successeur Papon, et dont l'objet était la répression des manifestations. Mon mari aussi était militant, et donc quand il a appris ça, il était juste devant le métro Charonne. Et là, il a vu qu'il se passait quelque chose et il a réussi à se cacher dans un coin. Il s'en est sorti comme ça. Donc après, il y a eu cette manifestation avec près d'1 million de personnes. Avec un ami, on était complètement effondrés à la station République. On s'est dit, s'il n'y a pas un sursaut le lendemain, on est foutu. Et il y a eu 1 million de personnes. Dans les rues. Et ça a débloqué tout. Ce cortège n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui du 11 janvier 2015, en hommage aux victimes des attentats à Paris, où la marée humaine a exprimé dans sa diversité la même aspiration à vivre dans une société de justice, de respect et de paix. Je vais faire un mauvais jeu de mots, ça n'était pas un attentat islamiste, il y a quand même eu 9 morts. C'était la police d'État. C'était un crime d'État, exactement. Moi, je m'en suis sortie parce qu'il y avait des rues adjacentes qui étaient ouvertes. Donc, on est sortis parce qu'on était jeunes, on courait encore assez vite. J'ai surtout vu énormément de gens. J'ai un ami qui a eu les 2 jambes brisées. Comment? Par des coups de matraque de la police de Papon. Parce que Papon, ça dit quelque chose aux Français quand même, De juillet 42 à 62, il a sévi en France, donc voilà. Parce que là, c'est un crime d'État. On ne cite que Papon, mais il y avait Frey, le ministre de l'Intérieur, et De Gaulle, président, qui n'a rien dit. Donc c'est
Moi, je ne mets pas sur le même plan. C'est un autre problème que ce qui s'est passé. Là, c'était quand même au bout de 7 ans, 8 ans de lutte pour la paix en Algérie. De manière générale, en France, une forme de stigmatisation, de racisme qui trop souvent fait des ravages. Et puis l'État doit aussi montrer l'exemple en accordant, par exemple, le droit de vote aux résidents étrangers. Il est aberrant que des gens qui vivent en France depuis des années, qui contribuent à la richesse de ce pays, n'aient pas leur mot à dire quand des élections viennent. Ainsi, la répression fut sauvage le 17 octobre 1961 contre les Algériens qui manifestaient pacifiquement contre le couvre-feu décrété à leur égard par le préfet Papon. Dans la même période, les ultras de l'Algérie française manifestaient sans être inquiétés à l'Arc de Triomphe. Parmi eux, le maréchal Juin, des généraux et le dénommé Le Pen. Ces nouveaux attentats du 7 février 1962 nécessitaient une réplique immédiate. Réunis le soir même, les syndicats prirent l'initiative. La manifestation est décidée pour le lendemain, 8 février à la Bastille. Elle sera interdite par le préfet Papon et son ministre Roger Frey. Et les manifestations devaient se terminer à 19h30. À cette même heure, au métro Charonne, ici même, André Tollet pour la CGT et Claude Bourret pour la CFTC prirent la parole pour annoncer la dislocation. C'est alors que les brigades spéciales du préfet Papon, armées de leurs bidules, armes blanches à tuer, ont sauvagement agressé les manifestants, provoquant la mort de 8 d'entre eux, Daniel Ferry, Anne Godot, Fanny Dewer, Suzanne Martorell, Édouard Lemarchand, Jean-Pierre Bernard, Raymond Vingens, Hippolyte Pinat. Un 9e, Maurice Pochard, décédera des suites de ses blessures. À l'école, t'étais plutôt chouchou ou tête à claque, toi? J'étais au fond de la classe parce que j'étais une grosse arabe qui pue. Vous, à l'école, vous étiez plutôt chouchou ou tête à claque avec vos enseignants? Chouchou ou tête à claque? Non, plutôt chouchou, je crois. Ouais, petit, hein. Après, ça a changé. Chouchou, je crois. C'était plutôt chouchou ou tête à claque, toi? Plutôt mauvais élève. Oh, j'étais très très sage, moi. D'accord. J'étais très timide, donc très sage. Tête à claque. Quelle matière? J'étais chouchou en primaire. J'étais tête à claque en 3e. D'accord. À l'école, t'étais plutôt un chouchou ou une tête à claque, toi? Un chouchou. Ah, on dirait pas comme ça, dis donc. Si, pourquoi? Bonjour mademoiselle, à l'école, t'étais plutôt chouchou ou tête à claque, toi? J'étais discrète, je me faisais pas remarquer. Chouchou, tête à claque. Ça dépend dans quel cours. J'étais dans mon coin, tranquille. Plutôt tête à claque. Chouchou, on m'aimait bien, moi, ça allait. Il y en a 2-3 que j'énervais pas mal. Ouais. Et ben justement, un prof qui m'a dit que j'étais une tête à claque. Mot pour mot. Un prof et tout, il avait fait tout un speech, comme si j'étais un ennemi pour lui en fait. En fait, j'avais triché, je crois, ce genre-là. Après, en soi, qu'elle me mette un 0, mais il y avait tout le speech, l'affiche devant la classe, en fait, c'était ça. Ça m'a marqué, parce que j'avais trouvé que c'était un petit peu exagéré, tout le speech qu'elle avait fait autour. Dis-moi, c'est quoi la réflexion qui t'a marqué le plus qu'on t'ait fait à toi? À moi? Ouais. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bah, t'arriveras à rien, tu seras qu'une merde. Carrément. Je te rends ta copie 0,5 pour l'encre que tu as utilisée. Franchement, il était pas très sympathique. Hein. Et ça m'a pas réconcilié avec les maths, cette histoire-là. Une appréciation qu'on t'ait fait qui t'ait marqué? Oui, vous prenez la porte, j'ai pris la porte et je suis parti avec la porte. Ouais, du genre quand on mange un chewing-gum, les ruminants c'est en face, là, dans le pré, là. Et c'est vrai, j'étais à la campagne. Ah, donc les ruminants étaient vraiment en face. Un jour, la maîtresse, parce que j'étais dans une petite école, et elle me prend comme ça, j'étais gamin, elle baisse mon pantalon et elle commence à me taper sur les fesses. Moi, j'ai soulevé sa jupe et j'ai tapé sur le cul. Aussi, mais en primaire, vraiment primaire, quand j'étais tout petit, j'avais une prof que j'aimais pas, enfin une maîtresse. Quoi? Bah, elle m'avait puni. Elle m'avait emmené chez les CM2 pour recopier un livre. Mais ça, c'était l'époque où ils étaient vraiment sévères, les profs. Maintenant, ça arrive plus trop. C'était horrible. Mais ouais. Une baffe. Bon. Ah bah c'était les années 80, hein. On avait encore le droit à l'époque. Hein. Je me rappelle de la claque, mais pas de la connerie. Oui, ma prof d'allemand de 3e, c'est une sale con. Une fasciste. Un jour, il y avait une histoire de boule puante, de prétendue boule puante en classe de musique. Elle avait décidé qu'elle trouverait le coupable.
Et comme j'avais soutenu son regard, elle avait croisé tout le monde les bras croisés, j'avais soutenu son regard pendant une demi-heure, elle m'avait balancé. Monsieur Henry, il y a beaucoup dans le regard d'un hypocrite. Et je me suis tenu de lui dire qu'il y avait beaucoup dans le regard d'une grosse vache. Je hais Madame Roche, mais maintenant elle doit être très vieille. Mais je trouve qu'ils ont la facilité de vite nous casser et de nous dévaloriser. Et après, on perd confiance en soi. Je comprends que ça peut blesser beaucoup de personnes. On les casse et on brise un peu leurs rêves. Il va penser toute sa vie qu'il est stupide. Voilà. Exactement. C'est pour ça que j'ai repris les cours. Elle t'a cassé un peu, toi, l'éducation nationale? Elle m'a cassé, mais elle m'a donné la force d'aller au-delà d'eux. En fait, c'est comme si j'avais une jambe en moins. En fait, ouais, je me suis sentie énormément handicapée. Encore aujourd'hui. L'école, elle pourrait peut-être être un peu plus... chercher vraiment à sublimer... Vraiment, le rôle de l'école, à sublimer le potentiel de chacun. Ça arrête pas de casser. Ah bah oui, quand tu te retrouves avec un 0, je veux dire, tu tires la gueule quand même. Hein. T'as des forts et des faibles. Quand t'es fort, t'as 19 et quand t'es faible, t'as 0. Il y a une phrase d'Einstein que je trouvais magnifique, c'est tout le monde est un génie, mais comment voulez-vous juger un poisson à sa capacité à grimper aux arbres? On est au salon de parapsie. Les gens viennent pour connaître leur avenir. Et nous, on vend les produits de la mer morte. Nous avons 27 minéraux dans chaque grain de sel. Vous vous rendez compte? Ça vous garde votre jeunesse de peau. Ça vous aide en fait à garder votre jeunesse de peau. Mon secret, c'est ça. C'est le masque magnétique qu'on appelle Miracle Noir. Ah oui, c'est noir. Hein. Où est-ce qu'on va tenir le coup, nous, Télébocal, parce qu'on est dans une mauvaise passe, là? Mais je vois l'augmentation pour vous cette année. Alors pourquoi vous racontez des bêtises, là? Vous êtes... C'est vrai? Mais bien sûr. Très inquiet en ce moment pour l'association Télébocal. Je dois m'inquiéter ou pas? Non, pas du tout. Tout va très bien. Mais bien sûr, tout s'arrange dans la vie. Là, je sors un nouveau livre qui s'appelle « Je ne vous vois pas comme les autres ». J'avais envie un petit peu de lancer un peu des SOS pour les gens qui viennent nous voir, à savoir qu'il ne faut pas se tromper. Et puis la voyance, c'est quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dire n'importe quoi à n'importe qui, puisqu'il y a des périodes de notre vie à chacun d'entre nous où on est plus ou moins fragile. Et aussi, il faut faire attention, car c'est un métier à haute, je dirais, responsabilité. Moi, je suis inquiet pour Télébocal en ce moment parce que c'est une petite structure. Est-ce que tu penses qu'on va passer cette année? Alors là, c'est presque une question. On va la faire à 35 € gratuitement. On va l'offrir. On va faire un échange. Allez, un échange de bons procédés, voilà. Ça m'arrive. Alors échange. Pour cette question, moi je vais simplement dire qu'il faut changer le nom. D'accord. Et peut-être changer la structure. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Il y aura 2 personnes qui doivent s'en aller. Et c'est une toute petite famille pourtant que je vois. D'accord. Et il y en a peut-être un qui doit travailler tout seul. Peut-être vous. Peut-être vous. Peut-être vous. En changeant de nom, en gardant la même idée. Peut-être un peu aussi changer la structure. Et je suis sur le chemin aussi de la tarologie et je commence un peu maintenant l'astrologie. Oui, oui. L'appel des cartes, je l'ai eu il y a très très longtemps et à la suite d'une grosse épreuve, enfin le départ d'un être cher, ça m'a remis face à cette évidence d'approfondir les tarots, oui. Et le tarot, c'est simplement une aide pour moi et pour les autres, si je peux aider. Ça aide à mieux se connaître soi-même. Donc ça, c'est aussi un bon atout pour évoluer socialement. Y croyez-vous à la voyance, en gros, en vérité? Ça dépend qui. Il y a beaucoup de charlatans. Voilà, beaucoup de charlatans. Donc je pars du principe que quand on a un don, qu'on prenne un peu d'argent, d'accord, mais des 150 €, voire plus, je suis pas d'accord. Voilà. Il y a des gens qui cherchent un refuge en fait dans la voyance. Parce qu'ils sont mal, au lieu d'aller voir le médecin, je dis bon, celle-là je la connais pas, il me connaît pas, je peux dire ce que je veux, demander ce que je veux. C'est ça. Si on est à un moment très fragile dans sa vie, on peut se faire entraîner très loin et ça va. C'est très dangereux. Vous lisez dans les tarots? Oui, j'ai créé même mon jeu de cartes qui s'appelle le tarot des philosophes. Alors comme je suis diplômée en philosophie, voyante, je suis docteur en philo, voyante et astrologue, en fait j'ai mis mes 3 passions dans ce jeu de cartes. Elles sont peintes sur du papier de l'Himalaya, ce sont des tableaux. Et alors on a les lames mineures, les lames majeures, et les lames majeures c'est 22 philosophes. Donc je me sers de la sagesse des philosophes pour guider tous ceux qui en ont besoin. Je peux tirer une carte moi? Bien sûr. N'importe. Alors on va les mélanger. J'en prends une, n'importe. Voilà, je vais prendre celle-ci. Allez.
Le modernisme. Le modernisme. Encore une autre. Est-ce qu'avec votre télé, vous avez des problèmes? Non, mais des objectifs particuliers, des buts à atteindre. Ouais. Voilà, vous voulez peut-être dénoncer certaines choses ou montrer les choses sous un montrer les choses sous un nouvel angle. Ce qui en ressort dans les cartes pour moi, c'est clair et net et précis. Apparemment, ce que fait monsieur, c'est qu'il est capable de pouvoir intervenir à tout moment. C'est pas uniquement au salon de la voyance, c'est à tout moment, de différentes façons, pour dénoncer justement ou annoncer des choses qui ont toute leur importance. C'est un peu comme une chaîne d'informations qui peuvent venir n'importe quand. Et souvent, ce monsieur est capable aussi d'apporter des choses, de dénoncer des choses qui peuvent surprendre. Par exemple, des choses cachées, etc. Moi, c'est ce que je ressens. Est-ce que ça vous parle? Ça me parle beaucoup. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que vous êtes capable aussi d'apporter des choses assez croustillantes et surprenantes, et je dirais même des choses qui peuvent éventuellement gêner, déranger. Vous avez la carte de l'impatience qui ressort. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Parce que là, apparemment, vous êtes effectivement dans un tournant très important, crucial. Par contre, l'avantage qui en ressort, c'est que vous avez l'audiovisuel. Vous voyez, je suis tombé sur une caméra. Bah oui. Trop beau ça. Bah voilà. Regardez, public chéri. Je suis une télévision qui tombe sur une carte avec une caméra. Vous êtes en face. Je suis en face. Je vais vous expliquer ce qui va se passer pour vous. Vous allez avoir un soutien, une aide, justement d'une autre chaîne qui va s'intéresser à ce que vous faites. Et il est possible que ce soit une chaîne plus importante. On est impatient en même temps de négocier avec vous, ou alors de faire une sorte de partenariat avec vous. Il faut que j'accepte leur mettez une carte, pensez fortement à votre question. Ah oui, vous avez la chasteté. Alors là, comme ça, il y a une chose qui en ressort en ce qui vous concerne, ce que vous faites avec le cœur. Et vous êtes un passionné de ce que vous faites. Mais vous allez quand même réussir à pouvoir négocier correctement, puisque votre projet de base est très bon et très intéressant. Et ils sont intéressés par... Je ne vous vois pas partir, vous partirez pas. Je partirai pas. Vous n'allez pas partir, on a besoin de vous. En même temps, est-ce que vous êtes à l'origine de tout ça? Ah oui, ah ben voilà. J'en suis le créateur. Eh ben voilà, vous avez la réponse. Et je ne vais pas couler. Mettez une carte, allons voir. Vous avez la carte de la procréation. C'est une excellente carte. Vous savez ce qui va se passer finalement? C'est que vous allez réussir à repartir sur une nouvelle base grâce à eux. Et en fait, votre chaîne aura une renaissance. Ça, regardez bien cette carte de la procréation, c'est celle qui va nous sauver la vie. Voilà. C'est cette carte-là qui nous sauve, parce que la procréation, ça crée la vie en fait. Bravo, c'est exactement ça. Voilà. Donc je n'ai aucune inquiétude pour vous. Il n'y a aucune appréhension. Vous saurez négocier. Et vous saurez en même temps redonner une nouvelle chance, une nouvelle peau à votre chaîne. Je vous invite à venir me rejoindre. Je vais vous donner des petits papiers. Vous mettez votre prénom, juste votre date de naissance. Mais j'ai mis déjà mon nom, moi. Oui, mais attendez, on va le renoter un petit peu, parce que vous savez, on a la mémoire courte. Oh non, ne me faites pas ça. J'ai pas bien compris votre prénom. Votre date de naissance et je vais vous présenter Shahzar. Bonjour Shahzar. Vous pouvez rester assise. Ça fait déjà quelques temps que vous venez parmi nous maintenant par Parapsy. Alors ça fait 3 ans que je viens. J'ai eu le prix d'argent à Marseille. Je fais de nombreux salons également, donc sur Poitiers. J'ai été en Corse également. Maria? Et moi? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous Maria. Si. Le 20461. Oui. C'est vous. Approchez-vous Maria. Allez Maria. Bonjour. Alors Maria, votre question? Je voudrais savoir si madame voit un déménagement pour moi. Alors pas tout de suite. Je pense que vous voulez déménager à peu près depuis mars de l'année passée. Mais je vois un déménagement, mais c'est plus sur l'automne. De cette année? Oui, octobre-novembre. Il y a des choix à faire. Il y aura un choix entre 2 maisons. Ah bon? Vous êtes à proximité d'une bordure d'eau? Du tout. Alors je vois l'eau sur vous, hein. Peut-être maison à proximité d'une rivière à venir sur l'automne. Et on me dit également qu'il faut régler certaines discussions autour de vous parce que vous n'êtes pas d'accord pour le déménagement au sein familial. Mais ça va s'arranger, mais en tout cas l'automne, quelque chose de bon. Loin de chez moi? Pas très loin, en périphérie, mais bordure de rivière. D'accord. Merci. Je vous en prie. Parle pour vous là? Du tout. Du tout, parce que mon mari, il n'est pas du tout à la retraite. Alors, ou alors, il y a une catastrophe qui se produit, parce que du tout. Ça fait 38 ans que j'habite où je suis. Et mon mari ne veut pas déménager avant qu'il ait sa retraite, c'est-à-dire dans 2 ans. Donc c'est pas prévu Du tout. Il faudrait une catastrophe pour que je déménage à l'automne. Ou alors que la tour tombe en vrille, je ne sais pas. Donc on peut dire qu'elle n'est même pas sur le bon chemin. Eh ben, si vraiment je déménage, alors là, moi, je veux bien la recontacter. Parce que je croyais qu'elle allait me dire pas avant 2 ans. Donc nous sommes les Reposeurs. Ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un collectif parisien qui agit
contre l'invasion publicitaire dans le métro. Donc, notre démarche, c'est quoi? C'est coller des papiers sur les affiches, des papiers qu'on peut retirer très facilement. Alors des petits papillons, aussi coller des petites affiches, alors des formats variables, en espérant qu'on ne va pas trop nous emmerder à ce sujet. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'infraction. Il n'y a pas de tractage. Et puis il n'y a pas de tractage, donc si jamais quelqu'un vous interpelle, comment réagir? Très simplement, vous dites, bon ben, il n'y a pas de dégradation, on l'enlève. D'accord. Et puis si vous demande de tout enlever, vous les prenez, puis vous allez autre part et vous les posez autre part. Et le règlement prévoit interdit le dépôt d'objets sur la voie publique. Et donc si on essaye de vous mettre une contravention sur ce chef d'infraction, vous dites que non, que vous n'êtes pas en train de déposer sur la voie publique, mais en train de poser sur un espace qui a été en fait concédé à un propriétaire privé. On va poser ces affiches aussi sur les publicités. C'est des messages personnalisés qui ont été dessinés lors d'un atelier vendredi dernier. Et donc chacun y a été de sa phrase, de son dessin, c'est assez joyeux. Vous verrez ça tout à l'heure. C'est pour dire non à l'agression publicitaire dans le métro qui devient insupportable, surtout avec les écrans, les nouveaux écrans lumineux. L'espace public est devenu une espèce de zone de non-droit finalement, pour de l'argent facile et sans limite. Il n'y a rien de tel que la télévision pour vous enlever vos anticorps. On anesthésie toute capacité de résistance. En fait, moi je trouve ça super sympa parce que c'est une action assez light. Au niveau juridique, on est quand même assez couvert, même si, bon, à chaque fois, quand même, on a les policiers et les RG qui viennent. Mais il y a très très peu de risques dans cette action parce qu'en fait, on ne dégrade pas. On met juste des post-it sur les affiches, donc des espaces privés, parce que on n'est plus dans l'espace public, donc sur des affiches qui sont gérées par quelqu'un d'autre que le public, donc des affiches dans le métro. Donc c'est très light, comme c'est absolument pas dégradant, et c'est juste pour signifier qu'on en a ras-le-bol de la pub, parce que la pub, au bout d'un certain temps, elle nous envahit. C'est très agréable, vraiment très agréable. C'est presque jouissif, non? Ah oui, oui. Ça me conforte à l'idée que j'ai envie d'un autre monde que celui-ci, avec des canards en plastique pour parler de vacances. Mais on voudrait que surtout ce format-là soit conservé, parce que 50 x 70, c'est quelque chose qu'on peut aller voir, c'est respecter quelque chose qui nous est très cher, c'est la liberté de réception. On ne demande pas l'arrêt total des pubs, on demande juste un petit format. C'est bien de pouvoir s'exprimer, mais il faut aussi respecter la liberté de réception de chacun. Donc en gros, avec ce format-là, on peut aller le voir, on peut aussi décider de ne pas aller le voir. Dis-moi, est-ce que c'est plus valorisant de mettre ça sur un panneau électronique du coup? Bah, vous savez, ces panneaux, c'est un peu la dernière invention des publicitaires et c'est une abomination, c'est impossible à éviter du regard. Chacun de ces panneaux consomme autant que 7 personnes, 3 foyers moyens, sans compter le chauffage. Et donc voilà, nous on veut vraiment que, avant que ceci se popularise, on veut vraiment que ça disparaisse. D'autant plus qu'il y a 2 petites caméras, ici et ici. Ah ouais. Qui sont désactivées pour le moment, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Mais parce que la CNIL a sévi, mais qui sait, elles vont peut-être être réactivées bientôt, donc il y a urgence quoi. Et ça devient de plus en plus dangereux avec les écrans lumineux parce qu'on ne peut plus les éviter vu que quand quelque chose bouge dans notre champ de vision, on va tourner la tête pour le regarder. Exactement. Alors on t'a contrôlé, qu'est-ce qu'on t'a dit? Absolument rien, on m'a rien dit en fait. On a juste dit que c'était un simple contrôle donc, et qu'il fallait pas mettre sur les panneaux lumineux. Je suis sensible à cette lutte parce que pour moi c'est une agression déjà visuelle, vraiment. Et c'est aussi parce que la publicité crée une certaine frustration qui fait que ça crée aussi une espèce de pression en fait. Avec toute cette frustration qu'on essaye de consommer, etc., des choses dont on n'a pas forcément l'utilité. Et en fait, on n'est plus du tout dans une démarche d'utilité, de recherche d'utilité, mais plutôt dans une démarche d'apparence et de surconsommation sans réflexion derrière. C'est un fléau, on est une énorme majorité silencieuse à ne pas vouloir la publicité, on veut une liberté de réception, on voudrait pouvoir se promener dans le métro sans avoir cette publicité qui s'impose à nous. Alors ça pousse à consommer, à polluer,
Il y a des publicités qui sont sexistes, qui essaient d'instrumentaliser les enfants. Tout le monde devrait nous suivre en fait parce que on en a marre. Oui, je crois en l'amour, oui. Moi, j'ai jamais cru à l'amour. Je pense que c'est une imposture généralisée dans le modèle occidental. On n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour dire qu'on s'aime, parce qu'en fait, on s'aime pas qu'une journée quand même. Tout le monde n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour parler de l'amour ou pour en profiter, mais dans certains cas, je suis sûr que ça peut aider certains gens à exprimer ce qu'ils veulent. Je pense que ça, c'est sûr qu'il faut absolument se défaire et se construire son propre schéma à soi. C'est-à-dire que personne ne va nous dire comment il faut aimer, qui il faut aimer, à quel âge, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est pas l'amour. On parle de la Saint-Valentin. Non, c'est un abus de pouvoir de part et d'autre, aussi bien du côté d'un conjoint comme de l'autre, qu'il soit homosexuel ou bisexuel. Je pense que c'est tous les jours, donc c'est juste une autre occasion pour célébrer l'amour. En ce moment, la personne que j'aime, elle habite pas à Paris, elle habite au Luxembourg, elle est loin, donc la surprise que j'aimerais faire pour elle, c'est de venir vivre avec elle. Est-ce que je crois toujours en l'amour? Oui. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Mais je crois en l'amour, mais en l'amour sous toutes ses formes. Parce qu'on se dit, on est toujours amoureux, mais peut-être pas de la même manière. Mais bon, on est toujours amoureux. C'est ça. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai été élevée par des parents qui étaient séparés. Donc, j'ai jamais vu ce que c'était une famille, un couple, tout ça. Et je suis avec la même personne depuis 25 ans. Non, pas grand-chose en fait. Ah, dommage. C'est con. Bah ouais. Vous croyez en l'amour toujours? Ouais. Si que quand on n'a pas ça dans sa vie, c'est énorme le trou qu'il y a dans sa vie. Mais quand on est prêt à souffrir, c'est un petit cap quoi. Voilà, on s'est dit voilà, on est reparti dans encore un truc là, on sait pas où ça va nous mener, on va encore avoir mal, mais c'est la vie. C'est juste une sortie avec mon copain dans un restaurant, c'est tout. En général, c'est le restaurant dans un coin très romantique. Et puis la rose, La rose ou le gros bouquet de roses, ça dépend. De toute façon, pour moi, la Saint-Valentin, ça doit être tous les jours et toutes les heures. Mais la Saint-Valentin, franchement, c'est quelque chose de commercial. Je veux dire, si on aime quelqu'un, c'est tous les jours qu'on doit le prouver, c'est pas seulement un jour par an. Vous avez une petite chanson d'amour pour la Saint-Valentin, chantez? Oui. Allez-y. La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah, alayha nahya, wa alayha namut, wa fi sabiliha nujahid, wa alayha nalqa Allah. On a la journée anticolonialiste, pas mal d'événements pour les citoyens. À la Bellevilloise, rue Boyer, on n'a pas besoin d'une semaine, on aurait besoin de mois. Beaucoup plus, et je trouve que le côté positif, c'est qu'on puisse se rencontrer et se parler. C'est surtout ça. Et à Paris, on ne se parle plus, on ne se regarde plus. Exactement. Et ça, c'est magnifique de pouvoir se parler, de pouvoir même poser des questions idiotes. Et je trouve que ça fait du bien. Il y a une autre forme d'antiracisme qui sont les immigrés eux-mêmes, qui se défendent eux-mêmes. Et ça, on le voit moins souvent. Et j'ai assisté à l'atelier de la gestion coloniale des quartiers populaires. Où il y avait des représentants d'associations des quartiers qui étaient là pour parler de leurs actions. Et c'est ça que je trouvais sympa dans ça. Il faut lutter contre toutes les formes de fascisme. Pour préserver des espaces comme Télébocal. Et qu'au fond, c'est ça aussi notre réponse après Charlie. Et notre réponse, elle est aussi dans cette salle où on voit que des représentants des peuples du monde entier peuvent se métisser comme ils le font chez vous dans votre télé ou qu'ils le font à Fréquence Paris Pluriel, la radio qui anime on peut arriver à s'unir tous autour de nos différents salaires un peu cucu la praline et baba, mais je pense qu'on a besoin aussi des fois de moments comme ça où les gens se retrouvent et ont envie simplement de vivre, quoi. Si tu reprends l'expression issue de l'immigration, c'est pas Sarkozy ou Valls qui sont pourtant, eux, issus de l'immigration. Eux, ils sont considérés comme Français à part entière. Mon gendre, par exemple, dont les parents sont italiens, la maman parle pas français, elle est tout juste français, et elle sait pas lire le français, par exemple. Mon gendre, il est considéré comme Français à part entière. Mais par contre, même des jeunes ou des moins jeunes qui connaissent pas les pays de leurs ancêtres, Algérie ou Afrique occidentale, eux, ils sont toujours considérés comme issus de l'immigration et ils sont toujours discriminés parce qu'ils ont des origines des indigènes des anciennes colonies. Oui, c'était lui qui dirigeait le travail du parti sur la question coloniale à l'époque. Après, il a dérivé ça. Finalement, le colonialisme, c'est pas simplement occuper un territoire, c'est avoir le contrôle et la tutelle des richesses
Et donc il se caractérise plutôt par le pillage. Et le pillage, il continue. Il n'a pas cessé parce qu'il y a un drapeau algérien ou marocain au lieu d'un drapeau français sur le territoire. Il s'est transformé. Maintenant, il y a la dette financière et écologique, il y a l'accaparement des terres, il y a les guerres incessantes pour les matières premières, il y a le brevetage du vivant, il y a plein de nouvelles formes. Il y a le colonialisme linguistique, le colonialisme de l'information, les images d'Hollywood, etc. Pourquoi la France est allée au Mali? Pardon. Le Mali, c'est le troisième pays producteur d'or au monde. Dans le Mali, il y a une partie du Sahel. Le Sahel, dans la zone africaine, c'est 80% de l'uranium du monde. Au Mali, il y a des réserves de pétrole qui ne sont pas encore exploitées parce qu'on n'en a pas encore besoin tout de suite. Il y a du gaz qui vient d'être trouvé. C'est des raisons pour lesquelles on ne va pas laisser échapper le Mali du contrôle. Parce qu'on est en train de créer des conditions aujourd'hui pour créer le problème partout, pour que les capitaux puissent s'en profiter. Et c'est ça que je constate aujourd'hui. Qui colonise, c'est le capitaux. Je pense qu'il y a plus d'un siècle, Lénine a dit que l'impérialisme, c'est l'exportation des capitaux pour s'accaparer des marchés. Et finalement, on revient à la même chose. On sait que maintenant 1% de la population a autant d'argent que tout le reste de la population mondiale. Donc déjà, le colonialisme, il est clairement là. Ce n'est que la domination d'un pays par l'autre afin de surexploiter soit ses ressources naturelles ou bien sa main-d'œuvre, ou parfois les deux. On est en surabondance sur cette planète. Et pourquoi on n'arriverait pas à faire ce que José de Castro, un autre citoyen du monde dans les années 50, avait dit, c'est qu'on peut nourrir 12 milliards de personnes sur la planète en répartissant ceux qui produisent là, pouvoir rééquilibrer. Je fais partie de l'Union juive française pour la paix, une association juive pour faire valoir une opinion universaliste et démocratique et antiraciste sur la question israélo-palestinienne. On est pour une solution politique et pour l'égalité des droits. Si les Juifs ou quelque autre peuple que ce soit veut créer un foyer national quelque part pour ne pas subir les discriminations dont ils sont l'objet, pourquoi pas? Tant qu'ils ne déplacent pas d'autres peuples, tant qu'ils ne briment pas les droits des autres. Mais quand on empiétine sur les droits des autres pour faire valoir ses propres droits, ça ne va pas du tout. Nous sommes pour qu'Israël devienne un pays démocratique pour l'ensemble de ses citoyens. Devant le salon de l'agriculture et donc on fait un peu de promo pour l'événement qui aura lieu en septembre pour Alternativa. La Disco Soup, ça lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc le but, c'est de récupérer tout ce que les supermarchés ne veulent pas vendre, qui est encore consommable, et d'en faire des soupes et de la partager. Ce qu'on y trouve, alors là, il y a du potiron, il y aura des carottes. L'idée, c'est de sensibiliser contre le gaspillage alimentaire. Donc on va dans les supermarchés, on leur demande s'ils ont des rebuts, donc des légumes qu'ils vont jeter, et s'ils veulent bien nous les donner pour que nous, on les redistribue en faisant participer le public. Là, on a fait seulement 3 supermarchés et on peut servir entre 100 et 200 petits verres de soupe. Ça dépend en fait des jours. Là, on a eu beaucoup de fruits par exemple cette fois. Le gingembre, on va faire, soit on va en râper dans les vinaigrettes, ça c'est très bon, ouais. Mais là il fait un peu froid, donc on va surtout, je pense, le couper en morceaux dans des soupes. Ah, c'est ça. Et pour la santé, c'est génial. Ah ouais. Ah, avec tout ce qu'on jette, c'est malheureux. Tout ça, ça finissait dans une benne à ordures sinon. Ouais. C'est contre l'élevage en batterie des poules en bas, pour la production d'œufs, et l'élevage intensif et concentrationnaire des poulets pour la production de poulets industriels. Voilà. Et l'autre, c'est si nous faisions comme eux, c'est-à-dire les rôles renversés, c'est-à-dire donc des animaux d'élevage qui font aux gens ce qu'on leur fait en élevage industriel. Bonjour, donc aujourd'hui c'est le salon de l'agriculture et le salon de l'agriculture ça se veut être une vitrine de l'agriculture française, mais peut-être devrait-on plutôt dire que c'est une vitrine d'une toute petite partie de l'agriculture française, puisque le salon de l'agriculture fait la passe sur l'élevage intensif qui représente pourtant la grande majorité de ce que sont les élevages
en France. Et puis l'imposteur que constitue ce salon, là, salon du mensonge, où les enfants viennent caresser justement les petits moutons, les petites poules, les cochons, tout ça, c'est de la schizophrénie. C'est la vitrine présentable de l'agriculture et on ne voit absolument pas les élevages industriels, l'horreur que ça représente. Là, c'est de la propagande vis-à-vis du public naïf, un peu parisien, quoi. C'est pas ce qu'on mange, on nous ment, les lobbies nous mentent pour leur profit et notre plaisir de quelques minutes, alors que c'est sur le dos des bêtes, c'est épouvantable ce que l'on fait endurer aux animaux. Les poules dans des cages, on ne répond pas à leurs besoins. Les porcs dans des cages également, ou les bovins et tout le reste, on ne répond pas à leurs besoins biologiques. Donc de cette agriculture-là, nous n'en voulons pas et nous sommes là aujourd'hui pour le dire et pour dire aussi aux visiteurs qu'ils ne se laissent pas tromper par cette vitrine qui est une vitrine mensongère et qui ne représente absolument pas l'agriculture d'aujourd'hui. Toute injustice me touche. J'ai pu me mobiliser à une certaine époque pour la cause des sans-papiers. Et aujourd'hui, il y a une autre forme d'injustice qui me touche au moins autant, sinon plus. C'est la cause des animaux. Et dans ce domaine, il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, l'agriculture prend une très mauvaise orientation avec tous ces projets de fermes industrielles. L'ODA, c'est oui à l'étourdissement dans les abattoirs. Donc, il y a vocation nationale pour réclamer l'étourdissement dans les abattoirs, ce qui était obligatoire depuis 1964. Mais la dérogation européenne dans le cadre des abattages religieux avec la pression de la filière viande qui en profite largement, a tendance à devenir une généralité. C'est un progrès dans le sens du bien-être animal. C'est un pistolet qui se pose sur la nuque de l'animal qui va envoyer une décharge au niveau du cerveau. Donc il est censé ne rien ressentir au moment où les veines vont être ouvertes. Alors que dans le cadre de l'abattage à vif, il se voit mourir et il ressent l'égorgement. Donc on a une agonie qui peut aller de 2 minutes à 14 minutes. Agonie où ils se sentent mourir, où il y a l'invasion du sang dans les poumons, où ils ont cette terreur de la mort qui les accompagne. Donc c'est une réelle souffrance animale. Faut arrêter de les manger les animaux. Ça se mange pas les animaux. Faut les laisser vivre. On mange plein de choses, plein de légumes. Il y a plein de légumes à manger. Vous êtes vous-même végétarien? Eh oui. Grâce à madame. C'est grâce à madame. Eh oui. Ah non, non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est lui qui me prépare tous mes repas. C'est pas un temps à mettre une poule dehors. Non. C'est vrai. Mais on est toujours là, même s'il grêle. Voilà. Tomate. La tomate, c'est un peu l'avenir, mais la vraie bonne tomate, hein, dont la croissance n'a pas tué d'abeilles, dont le cueillage permet à l'agriculteur de vivre, etc. C'est ça, moi je représente cette tomate-là. Hein. Il y a un peu de sucre, il y a un peu... En italien, elle s'appelle pomme d'amour, c'est ça? Donc c'est censé être un peu sucré, avoir du goût, être... voilà. La tomate qui vient de Hollande, elle n'a pas ça. Hein. Nous, on pense qu'il faut interdire les OGM en plein champ. Et surtout, là, l'urgence, c'est aussi d'interdire les pesticides qui tuent les abeilles. Surtout qu'il y a des exemples dans le monde qui montrent que, par exemple, l'agro-agriculture, ça marche. C'est plus rentable. L'agriculteur est indépendant, retrouve une autonomie, que les aliments produits sont plus sains, ça ne tue pas d'abeilles, donc on ne comprend pas pourquoi on ne réfléchirait pas à ce système-là pour l'Occident, par exemple. C'est un épi de maïs? Oui, un OGM. Superbe, achetez-moi, mangez-moi, je vous adore, je vous aime. Voilà, aujourd'hui on fait une dégustation en avant-première pour le salon de l'agriculture. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh bien, on va manger de bons menus taffeta, donc là on a tout un tas de dégustations à vous faire. Du saumon transgénique. C'est où ça? Vas-y doucement. Il y a du bon saumon transgénique aux antibiotiques avec les champignons directement intégrés dans la chair. C'est ça qui est bien avec les OGM, hein, c'est qu'on fait le menu directement dans la bête. De l'eau de schiste. Donc voilà, c'est assez cher d'ailleurs. Quoi. C'est de l'eau qui pue. Bon, on est au salon de l'agriculture, alors on est venu aussi faire déguster le lait des 1000 vaches. On a aussi du poulet aux hormones. Ah, les hormones, c'est bon les hormones. Il est beau mon poulet, moi je le traite personnellement tous les jours avec mon master en doctorat de Il a une belle couleur, tout, c'est bien. Voilà, donc voilà un bon poulet aux hormones. Et voilà le clou aujourd'hui aussi, on a quand même les OGM, le popcorn OGM. Ah, ouais. Avec le grand marché transatlantique, on aura le droit en fait à tous ces produits qui sont déjà commercialisés aux États-Unis. Vous voulez sur l'agriculture? C'est quoi ce flan là, espèce de flan mou Ça là? c'est de la nourriture standardisée du futur. Peut-être qu'on arrive à un moment où les gens se posent plus de questions.
Et on se rend compte que le modèle classique existant depuis quelques décennies ne fonctionne plus. Donc moi je pense qu'il y a des différentes ONG qui sont là aussi pour proposer des solutions. Et c'est pas être contre, c'est essayer de réfléchir ensemble à d'autres façons de faire, parce que c'est possible. Ça vous plaît, mon Alingre, hein? Fanfare de la commune d'Alingre. C'est fort, non? Ça a l'air. Hein, ça a l'air? C'est bon? Bravo, bravo. C'est compliqué d'avoir de l'argent et quand on voit qu'il y a 5,7 milliards d'argent qui sont volés par HSBC, nous on se révolte et on dit voilà, il faut nous libérer les riches de pouvoir mettre l'argent, non pas pour qu'il aille aider la Suisse, le Luxembourg, mais qu'il aille vraiment aider en France et qu'on puisse financer des crèches, des logements avec notre argent. Tout le monde commence à se rendre compte que c'est les riches qui sont responsables de la crise, donc tout le monde leur tombe sur le dos. Bon, ce qui dans un sens c'est un peu logique, mais aujourd'hui pour eux c'est un peu dur. Après des années d'impunité, d'un coup on vient leur demander des comptes, c'est pas facile à gérer. Donc on essaye de faire jouer la solidarité entre riches. Et HSBC a fait une bonne blague, c'est qu'elle a déposé plainte contre Bizy, qui en partant avait piqué quelques chaises à l'agence de Bayonne. Et donc nous on est prêt à rendre les chaises à HSBC, mais il faudrait qu'ils rendent l'argent. Voilà, il y a 5,7 milliards d'euros en jeu, donc on va voir, on a nos chaises là. Donc on va aller voir s'ils sont prêts à rendre l'argent, les 5,7 milliards d'euros, et ce qui représente à peu près 2,5 milliards de pertes de ressources fiscales pour la France. Jusqu'à aujourd'hui, les riches, il n'y avait pas vraiment de loi pour les riches, les lois elles étaient là pour les pauvres, et puis eux ils faisaient un peu leur business dans leur coin. Aujourd'hui, qu'on commence à les considérer comme des justiciables comme les autres, ils ont besoin d'appui comme tout le monde. C'est comme Coca-Cola ou Ikea ou McDo, ils ont une stratégie impériale du libéralisme qui est absolument géniale. J'admire le chef-d'œuvre du capitalisme. J'admire. Merci HSBC. Moi je trouve que c'est 180 milliards qu'on a réussi à sauver. C'est trop peu. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à rassembler 180 chaises. C'est vraiment dommage, puisqu'avec depuis que la gauche est passée au pouvoir, on s'est appauvri. Donc on espère longue vie à HSBC. Et puis finalement, c'est quand même normal que ce soit les pauvres qui payent, puisque c'est eux qui en bénéficient de tout cet argent. On ne va pas nous imposer l'austérité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aider les riches à ce que leur argent elle serve vraiment à payer de l'impôt,
en France et pas qu'on aille faire de l'évasion fiscale dans des paradis fiscaux. Ils investissent dans des projets à haut pouvoir sur l'économie, à haute destruction environnementale. L'environnement, c'est bien connu, ça sert à rien. Et en général, quand il y a un projet à forte destruction environnementale, on peut espérer une forte destruction sociale derrière, ça va de pair. Donc bravo HSBC. Oui, et donc je suis Charlotte Langret, porte-parole de l'Association des grands pollueurs de France, et je suis venue en solidarité parce que nous devons tout faire pour nous accaparer les ressources, quelles qu'elles soient, toutes les ressources, quelles qu'elles soient. Vous savez qu'en 2015, il va y avoir la conférence onusienne sur le climat à Paris et nous devons faire capoter la COP, absolument. On vous rend les chaises, rendez-nous l'argent. 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 On vous rend les chaises. C'est la HSBC alors? C'est la HSBC, voilà. Alors on est devant l'agence, ils l'ont fermée prématurément. On est là, on a à peu près une quinzaine de chaises. Donc HSBC, on est là pour que vous nous rendiez l'argent. 2,5 milliards qui sont piqués, ça va servir à renflouer les caisses. Alors pour info, le butin récolté par Busy la dernière fois c'était 8 chaises, donc là on est au moins on double la mise. Et donc HSBC, Busy, enfin je sais plus, a pas hésité donc à porter plainte pour vol, ils sont embarrés de 8 chaises. Et ils poursuivent aussi Attaque et les Amis de la Terre qui ont eu l'outrecuidance de s'associer donc pour complicité de vol. Voilà, c'est pas une blague. Il faudrait suspendre la licence bancaire d'HSBC. Et en même temps, il ne faut pas oublier que la BNP Paribas, ils ont à peu près 30% de leurs filiales dans les paradis fiscaux. Le Crédit Mutuel, c'est 46%. La Banque Populaire Caisse d'Épargne, c'est aussi un bon tiers de leurs filiales dans les paradis fiscaux. Donc ce qu'on veut dénoncer aussi, c'est que notre argent, à nous les riches, elle reste vraiment en France pour aider les services publics et pas qu'elle aille engraisser les paradis fiscaux. Et puis au niveau individuel, il faut changer de banque. Tout simplement, chacun peut le faire. Passer évidemment de HSBC aujourd'hui, mais la Société Générale hier ou la BNP demain, qui ont des filiales à outrance dans les paradis fiscaux, vers des banques qui n'en ont pas, notamment le Crédit Coopératif, la Nef et puis la Banque Postale. Et la stratégie du système était formidable, elle est formidable. Bien sûr, l'ultralibéralisme, mais en même temps diviser les Français, les descendants pour mieux régner, nous diviser. Allez hop, que les musulmans, les juifs, tout le monde se déteste maintenant. L'Olympique de Marseille, le PSG. Là, ils font la stratégie de l'autruche, ils essayent de ne pas voir le problème. Alors qu'on leur propose une solution de conciliation parfaitement pacifique. De rendre les chaises contre le retour de l'argent est apparemment un échec. Il faut pouvoir en tirer les conséquences. Et donc il va maintenant falloir passer à la phase plus offensive. Et donc que HSBC soit condamné pour ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire faciliter l'évasion fiscale. Et qu'on puisse promouvoir des politiques qui mettent véritablement les banquiers fraudeurs en prison et non pas leur infliger quelques amendes qui sont en fait que des pousses au crime. Nous, on montre vraiment patte blanche et eux, ils nous ignorent encore, ce qui veut dire qu'il faudra faire d'autres actions. En fait, c'est marrant qu'ils n'assument pas, alors que pourtant c'est extrêmement rentable. Donc là, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de volonté de dialogue. En plus, Busy a totalement accepté la perquisition où les flics ont pu récupérer 2 des 8 chaises, un quart du butin. Rendez-nous l'argent, on vous rend les chaises. Rendez-nous l'argent, on vous rend les chaises. Rendez-nous l'argent, on vous rend les chaises. On est actuellement au salon de l'agriculture. La mascotte du salon qui est appelée Filouze. Celle pour qui tout le monde se bat pour venir la voir, elle est juste derrière. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la rouge flamande? Je ne sais pas. Nous, notre pays d'Argentan, c'est la Normande et la Holstein. Quand vous pensez qu'une Holstein peut produire 11 000 litres et plus, et une Normande, quand ça fait 8 000, 9 000... C'est déjà beaucoup. C'est déjà une fameuse sélection. Quel est votre préféré à vous? Celle-ci, avec le joli chapeau. C'est ça? Ah oui. Ça, ce sont les Bleus du Nord. Si c'est comme la chanson d'Enrico Macias, c'est peut-être parce qu'elles ont dans les yeux
le bleu qui manque à leur décor. Est-ce que c'est cela? Elle ne m'a plu, j'ai été attirée par son petit chapeau, mais c'est pas un chapeau du Nord, ça. C'est pas mal, hein. Plutôt fort, plutôt costaud. D'après ce qu'il y a en dessous, ouais, ça ressemble plutôt à un taureau. C'est pas une vache, c'est un taureau. C'est un taureau, justement. Vous l'avez remarqué, vous? Bah oui, quand même. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce taureau? Donc ce taureau, c'est un taureau de 4 ans qui a un fort développement squelettique. Donc il pèse 1 tonne 305 kg quand même. Et en même temps qui a un bassin donc, très ouvert, ce qui est une grande caractéristique de la race, c'est-à-dire pour une bonne aptitude au vélage. Et c'est une race donc, qui reste moderne. Pour les vélages, on reste... Le vélage, c'est quoi entre eux? Le vélage, donc, c'est la mise basse. Vous êtes attaché à cette bête? Bien sûr. Ah, vous l'aimez vraiment? Voilà. Ça se voit, je crois. Ouais, ça se voit. Ça se voit, vous en prenez soin en tout cas. Merci beaucoup. Hein. C'est vos vaches à vous, ça? Non, ça a des copains. Ah, je vous avais un troupeau vous-même? Non. Non, j'ai des copains. Elles sont belles. Hein. Vous préférez les blondes ou les brunes? J'aime bien les deux. C'est ça? Dites-le pendant que votre femme n'est pas là, vous préférez les blondes quand même? Non, il n'y a pas de souci. Vous préférez les blondes ou les brunes, vous? Apparemment, c'est plutôt les blondes. Les vaches, elles me vont toutes. Je les aime toutes. Tout à fait. Je n'avais aucune crainte. Hein. Vous n'avez aucune. Qu'est-ce que vous nous cherchez au salon? Vous avez vu des choses extraordinaires? Voir, oui, découvrir des choses qu'on oublie en France, voilà. Il est élevé pour sa reproduction. Et il va faire plein de petits, lui. Il y a un beau là. Oui, c'est pas mal. S'ils font ça avec les hommes, un jour, ils en garderont que 3. Et, parce que eux, pour la reproduction, ils n'ont pas besoin d'autant de mâles que de femelles, en fait. Bah non, bien moins. Hein. C'est ça. Oh non, mais arrêtez, c'est un cauchemar. Vous voyez ce qui nous attend? Pour l'instant, il y a des nouvelles que je connaissais pas. La bretonne Pinot, intéressante. Et la blonde d'Aquitaine, vous l'aimez bien, la blonde d'Aquitaine? Dans l'assiette, forcément. Vous pensez que McDonald's, ça a justifié la présence sur le salon? Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est pas de la viande. C'est culture française contre culture américaine. Quand on a de l'argent, on peut se poser partout. Je pense que c'est pas approprié dans ce salon. Je suis anti-McDo. Pour moi, c'est pas mon truc, quoi. McDo, pour moi, ça représente un malbouffe, clair et net. Parce qu'ils ont relativement une mauvaise image presque, ou tout à fait médiocre. Alors là, je pense que ça va peut-être... Ils tentent une percée pour redorer leur blason. Quand on voit, il y a Lidl aussi, il y a tous ces magasins qui se sont installés, c'est l'industrie un petit peu, quoi. Dernière question, c'est quoi votre vache préférée, vous? Ah voyez, hein, elle vient du Japon. C'est une race très docile, caractère très docile, une race bovine japonaise qui était employée à l'attraction, donc c'est des animaux très forts en coulure, qui comprennent aussi bien le français que le japonais, c'est l'avantage. Vous préférez les blondes ou les brunes? Madame est brune, hein, c'est ça. Il prend pas de risque parce qu'il sait que vous êtes là. C'est ça, oui. Vous avez eu chaud à vos fesses, vous. Parce que là, si vous aviez dit les blondes, alors là... Elle a terminé, là. Tac. Elle est complète terminée. Oh, c'est pas un problème, il fallait déjà la trouver. Ça vous fait penser à votre mari, ça? Oui, un peu, oui. Bien monté comme ça. Avant, il était comme ça. Oui, ça a changé. Il y a longtemps aussi. Nous sommes à la manifestation anticoloniale à Barbès. Et dans un lieu historique où le colonialisme a été souvent présent, parce que le quartier de la Goutte d'Or, c'est quand même un fief où les Algériens ont payé cher leur action pour l'indépendance de la guerre d'Algérie. Moi, j'aimerais bien que la guerre arrête en Afrique. La France, elle est présente partout. Elle fait des guerres avec les autres pays, surtout avec les Africains. Mais il faudrait déjà ne pas supporter les chefs d'État là-bas et puis c'est tout. Hein. On fait beaucoup trop de gérance. Je suis venue pour déjà participer et puis être présente quand il y a des manifestations contre le colonialisme. Quand on voit l'intervention des Français, des troupes françaises dans les pays, quand on voit de quelle manière on nous cache ce qui se passe un peu partout, quand on voit que des députés français s'en vont en Syrie serrer la main d'un assassin, et on nous dit que le gouvernement ne le savait pas, on a quand même, on peut se poser quelques questions, quoi. Nous sommes venus ici à la manif anticoloniale, donc déjà pour soutenir
tous les peuples qui luttent à travers le monde. Donc on pense notamment aux Palestiniens, on pense actuellement aux Kurdes qui sont en train de se battre dans le Rojava. Et on pense à absolument tous les peuples au monde qui sont en train de lutter contre l'impérialisme en Inde, aux Philippines, en Turquie et notamment en Afrique. La France-Afrique existe, c'est une réalité. Le néocolonialisme existe, c'est-à-dire qu'on implante là-bas des gouvernements qui sont directement, qui ont des liens directs avec le gouvernement français et on exploite leur population, leurs ressources. C'est le néocolonialisme, il n'y a pas que la France. Il y a absolument un repartage qui est en train de se faire en Afrique de la part des Français, des Chinois. Tous les grands impérialistes sont en train de se repartager l'Afrique. Le cas du Mali, le président Hollande avait dit que c'était pour défendre les femmes. Je rappelle que George Bush avait utilisé le même argument lors de l'invasion en Afghanistan pour dire qu'il faut défendre le droit des femmes. Je pense que c'est de l'hypocrisie. Non seulement c'est hypocrite, mais surtout là où l'hypocrisie est vraiment à son summum, c'est que les féministes qui se battent là-bas, en fait, eh ben, tout leur commun est odieusement salopé par l'intervention impérialiste. On remarquera que dès qu'il y a un dirigeant africain qui essaye d'aider son peuple, je pense par exemple à Patrice Lumumba, à Thomas Sankara, à d'autres dirigeants, ben, soit ils sont tués. Thomas Sankara a été tué par la France, Patrice Lumumba a été tué par les autorités belges, françaises, par l'intervention des services secrets. Donc le grand problème qu'a actuellement l'Afrique, c'est qu'elle n'appartient pas aux Africains en fait. On va se battre soi-disant contre le terrorisme en mettant tous nos moyens contre Daesh, contre Qaïda, mais on oublie de dire que qui a donné naissance à ces monstres. Actuellement, Daesh est vraiment les réactionnaires les plus noirs. Ils détruisent des statues, ils brûlent des... C'est extrêmement... Et ces gens-là, à la base, on les soutenait contre Bachar al-Assad, et c'est les mêmes qu'on a soutenus contre Kadhafi. Donc, Tu l'as? Allez, on y va. Déjà, c'est la manifestation anticoloniale contre le colonialisme. Donc, liberté d'expression, égalité des droits, et donc, du coup, avec PDS, égalité des droits pour les Palestiniens. Là, contre le racisme et contre le colonialisme, voilà, tout simplement. Moi, ma mère a été déportée en Allemagne, alors je comprends, je suis vraiment anticapitaliste. Les amalgames, la confusion, c'est extrêmement dangereux. On l'a vu, à chaque période de crise, les capitalistes ont tendance à financer les partis d'extrême droite pour essayer de faire en sorte que les ouvriers se battent entre eux. Donc c'est très très dangereux parce que ça divise les forces. Donc c'est ça dont je veux parler avec ce panneau. Voilà. C'est une banderole contre la France-Afrique, contre le soutien de la France aux dictateurs africains et contre l'interventionnisme français en Afrique. Il y a 3000 soldats français en Afrique. Il y a des dictateurs réélus par la France alors que des journalistes sont molestés, alors qu'il y a beaucoup de répression. Donc en fait, ça continue. Même si M. Hollande disait que c'était la fin. C'est une pure hypocrisie de dire que on est là pour défendre la démocratie. La démocratie en France, on a vu, c'est très approximatif. Il y a du pétrole au Mali, il y a de l'uranium, il y a de l'uranium au Niger. Alors on n'aimerait pas que les islamistes viennent faire les troubles faits pour Areva et les très grosses entreprises françaises comme Total. Au nom de grands principes, on a créé du chaos. Il y a Areva au Niger, c'est bien connu, il y a les entreprises françaises Total, etc. Il y a Bolloré, il y a ces grosses boîtes, il y a aussi des PME en fait. Donc, et en fait, ce qui est intéressant et ce qui est hallucinant, c'est que les entreprises, souvent, elles font pas forcément d'énormes... elles n'ont pas forcément une énorme activité en Afrique. Par contre, l'activité en Afrique, elle est super lucrative en fait. Parce qu'en face, il n'y a pas d'état de droit et du coup, tu pilles comme tu peux là-bas. C'est quoi le colonialisme ? C'est tout simplement le sentiment de supériorité d'une race sur une autre qui voudrait dominer, exploiter. C'est, rappelez-vous, le grand civilisé qui va civiliser le sauvage, n'est-ce pas? Donc oui, bien sûr que c'est le colonialisme est dans la logique même du racisme. Résistance! 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 Martin Luther King disait qu'en fait on avait créé les races pour une question économique, que pour pouvoir exploiter quelqu'un comme on l'a fait au moment de l'esclavage, il fallait le diminuer. Et on le voit bien dans tous les conflits qui se passent, que ce soit pendant la guerre avec les Juifs, ou pendant la guerre d'Algérie, ou pendant le Rwanda, où on a toujours eu besoin, pour pouvoir tuer, de diminuer les autres, les appeler des cancrelats, des rats, se donner bonne conscience en disant mais attendez, c'est pas un être humain, donc je peux le rabaisser. On est là.
On tient la place, on garde la place.